L'invité du brunch avec Sabine Ringelheim. Eh bien oui, qui dit invité du brunch dit effectivement Sabine Ringelheim. Bonjour Sabine. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et tous. On est mercredi, on va parler théâtre ce matin, puisque notre invitée est comédienne. On l'a vue beaucoup sur nos scènes, notamment avec la compagnie du Vendredi, sous la direction de Christophe Sermet. Elle est en ce moment au théâtre du Poche, sous les traits d'Effie, une combattante du bitume, une artiste de la défonce dans un paysage social désolé, qui est au cœur donc de la pièce Iphigénie à Splott. Bonjour Gwendoline Gauthier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté l'invitation. Alors vous êtes effectivement sur les planches du Poche et on va d'ailleurs se plonger dans l'ambiance de cette pièce Iphigénie à Splott. C'est ce que vous vous dites quand vous me voyez bourré dès le matin là, à zoner. Vous vous dites pauvre poufias, sale traînée. Et vous savez quoi? Ce soir vous êtes tous là pour me rendre grâce. À moi. Ouais, je sais, ça pique, hein. Mais vous là, chacun d'entre vous, vous me devez quelque chose. Et ce soir, mesdames et messieurs, je suis venue pour ramasser. Vous me connaissez tous? Quand je m'affiche dans la rue, vous baissez cache les yeux, me regardez en face, vous y arrivez pas? Parce que moi, j'ai ma vie à 100 000 à l'heure, en fait. Je fais ce que je veux, quand je veux. Oh, regardez, j'ai ça pour vous, si vous trouvez à redire. Parce que le seul moyen pour moi de tenir la semaine, c'est une série de gueules de bois. Je parle pas d'un gentil petit mal de tête, hein. Non, je parle des vraies gueules de bois, là. Les enfoirés qui laminent la cervelle pendant 3 jours. Bonjour Gwendoline Gauthier. Bonjour. Voilà, c'est vous qu'on entendait, donc évidemment sur la scène du Poche et dans la peau de cette jeune fille, Effie. La pièce a repris, parce que donc c'est une reprise, la pièce a repris lundi, on est mercredi. Comment ça se passe la reprise? Super bien. Ouais. Vous êtes contente de reprendre ce rôle? Ouais, très heureuse. On a déjà joué en fait quelques dates au mois de février. Et oui, c'est toujours une joie de reprendre ce spectacle. C'est marrant parce que beaucoup de gens disent que des choses ont changé. Je suis pas sûre, moi, mais je crois qu'il a mûri, en tout cas. Des gens qui l'ont vu 2 fois, alors qu'ils l'ont vu, en tout cas qui l'ont vu plusieurs fois. On aura l'occasion justement d'en reparler, comment ça se passe une reprise. Mais pour commencer, pour peut-être contextualiser pour les quelques personnes qui n'ont pas encore vu ce spectacle. Tout à fait. Donc vous jouez Effie, vous êtes seule en scène comme comédienne, mais vous êtes aussi accompagnée par 3 musiciens. C'est qui Effie? Alors Effie, c'est une fille de la rue qui vit dans un milieu social défavorisé, qui se défonce, qui boit beaucoup, qui a pas d'argent, qui bosse pas, enfin voilà. Et un soir, pendant qu'elle fait la fête, elle fait une rencontre avec un homme qui va bouleverser sa vie. Et cette rencontre, ça lui donne l'impression qu'elle va changer, qu'elle va pouvoir avoir une vie un peu normale, entre guillemets, qu'elle va pouvoir un peu essayer de se ranger et tout ça. Et en fait, elle va vivre une série de déceptions. Ça se passera pas tout à fait comme elle avait prévu. Cette rencontre, en fait, lui donne l'impression qu'elle n'est plus seule. Il y a ça aussi quand Effie parle et décrit de manière assez précise sa gueule de bois. Elle le dit bien, on l'entend dans l'extrait. C'est pas une bête gueule de bois où on a un peu mal à la tête. Elle fait en sorte de véritablement perdre complètement la tête pour que le temps passe plus vite, en fait, parce que elle a une telle énergie, elle a une telle fureur et elle a une telle rage aussi en elle que la vie lui est insupportable. On pourrait dire ça aussi de Effie? Complètement. Ça, c'est clair que c'est vraiment une rage de vivre, quoi. Je crois qu'elle est furieuse contre toutes les injustices qu'elle vit au quotidien. Et en même temps, ça lui donne une puissance incroyable. Et en même temps, ça la bouffe de l'intérieur. Alors, elle s'appelle Iphigénie aussi, et c'est pas pour rien que Gary Owen, qui est l'auteur de cette pièce, qui est d'ailleurs un auteur anglais, que le théâtre de Poche aime bien, hein, puisqu'on a vu il y a quelques mois Violence and Son, qui est aussi signé du même auteur. C'est pas pour rien qu'il a appelé son personnage Iphigénie. C'est une référence, évidemment, à un personnage mythique qui est le personnage sacrificiel par excellence. Elle porte ça aussi, Effie? Bien sûr. En fait, c'est un prénom Effie, c'est un prénom très courant au Pays de Galles. Et Iphigénie, et donc il le transforme en Iphigénie parce que c'est la fille d'Agamemnon qui a été sacrifiée pendant la guerre de Troie par son propre père. Et oui, c'est la question de comment on sacrifie, comment le système, comment la société dans laquelle on est sacrifie des gens. Ouais. Et c'est ça que ça montre. Ouais, il y a ce regard aussi à travers ce personnage
à travers ce personnage qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, qui est seul sur la scène et qui occupe toute la scène. Et on va parler aussi de la manière dont vous l'avez travaillé et dont le personnage a été mis en scène par Georges Ligny. Il y a aussi un regard très, très dur, très, on pourrait dire politique aussi sur ce qu'est l'Angleterre. Là, c'est l'Angleterre, en l'occurrence, c'est le Pays de Galles, pour être plus précis, et sur ce que c'est que ces territoires désolés dans ces pays des ères post-thatchériennes encore qui payent encore ces politiques-là. Il y a ça aussi dans le personnage des filles. En fait, il y a quelque chose de finalement très 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 politique. En tout cas, il y a un regard très social et très politique. Oui, parce qu'effectivement, elle fait un sacrifice qui est lié aux coupes budgétaires qu'il y a dans les hôpitaux. Et donc, du coup, sa vie va complètement être transformée par ça. Et ça, c'est un point qui me paraît très, très important dans le spectacle et qui m'aide vraiment à porter ce texte. C'est que ça parle vraiment du fait que la politique a des conséquences directes sur le corps des gens et sur leur vie et que c'est pas juste théorique. En fait, ça a des conséquences concrètes. Et ça se voit à la fin. Parce qu'il y a un switch, mais au début... On ne racontera pas quand même. Non, on n'en dira pas trop, évidemment, parce que c'est vrai qu'on ne s'y attend pas tout de suite. Hein. Au début, on a l'impression que ce sera une histoire de comment je me défonce, en fait, et comment je fais en sorte de supporter cette vie qui est tout à fait insupportable. Et puis, effectivement, il y a une évolution dans le personnage et dans l'histoire avec un vrai suspense. Avant d'aller plus loin et avant d'aborder justement la manière dont vous avez travaillé ce personnage et dont vous l'avez travaillé avec Georges Ligny, les metteurs en scène, et aussi les musiciens, on va écouter un deuxième extrait. Je le serre tant que je peux et alors je l'embrasse. Je l'embrasse. Et l'embrasse. Et l'embrasse. Et l'embrasse. Et ça a été la fin de ma vie. Voilà, oui, ça c'est court. Mais voilà, c'est ce qu'on racontait effectivement tout à l'heure. Elle fait une rencontre qui va changer son existence. Ça a été la fin de sa vie ou pas, eh bien, on verra. Est-ce que, puisque vous êtes seul en scène, l'accompagnement des musiciens, c'est un accompagnement qui vous porte, qui vous aide? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir aussi cette présence avec vous sur scène? Alors clairement, c'est des acteurs avec lesquels je joue sur scène. Je me sens pas du tout seule quand ils sont là. Ils me portent énormément, ils m'écoutent et c'est très physique aussi pour eux d'être autant à l'écoute. Parce qu'ils sont live pendant tout le spectacle, donc il y a vraiment cet accompagnement du début à la fin. Ouais, on va les citer d'ailleurs, hein, Pierre Constant, Julien Lemonnier et François Sauveur. Exactement. Et ils sont capables de me dire quand j'ai raté une phrase. Parce qu'il y a une note qui arrive. Et ils le disent avec leur instrument. Alors. C'est ça. Ah là. Non, mais c'est une super belle rencontre. Au début, c'est très intimidant parce que on travaille très seul. Enfin, en tout cas, moi, j'ai travaillé très seule sur le texte. Voilà, enfin, j'étais toute seule à Cardiff, sur les lieux, j'ai appris le texte, enfin, j'étais très très seule. Et là, tout d'un coup, d'avoir la musique, c'est un peu impressionnant au début. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'ils me portaient et qu'ils avaient fait toute la composition musicale pour vraiment porter le thème. C'est ça, c'est eux qui ont composé la musique sur base du texte de Gary Owen. Ouais. Comment ce rôle est venu à vous, Gwendoline Gauthier? Alors, c'est un casting, tout simplement. C'est Olivier Blin. Olivier Blin. Il a bien fait. Le directeur du théâtre de poche. Voilà. Qui m'a appelé pour passer un casting pour Georges Ligny. Il m'a envoyé le texte. Et je me rappelle vraiment du moment où j'ai lu le texte et où je me suis dit, c'est moi qui dois le faire. Enfin, vraiment, j'étais obsédée par ce texte. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a tellement capté ou happé dans ce texte? Je crois que dans les thématiques que le spectacle porte, il y a des choses qui me touchent autant personnellement que politiquement, et où je me disais, mais c'est nécessaire de dire ça aujourd'hui. Et c'était nécessaire de le dire il y a 4 ans, et c'est encore nécessaire aujourd'hui, et je pense que malheureusement, ça va pas se... Et vous vous projetiez au fond, parce que donc le texte ne se passe pas en Belgique, mais vous vous projetiez d'une certaine manière en Belgique, vous, en le disant ce texte, vous êtes en Belgique ou vous êtes à Cardiff? Je suis à Cardiff parce que, donc, comme je disais, moi j'étais à Cardiff pendant 2 semaines, j'ai appris le texte là-bas, donc j'ai fait les mêmes balades. Donc c'était important d'aller là-bas, sur place, pour s'imprégner quand même. Ouais, ça j'ai adoré, c'est-à-dire que j'ai pris 2 semaines où je suis allée dans le quartier de Splot, et il y a une balade qui est décrite d'ailleurs dans le spectacle,
qui existe vraiment et qui est très surprenante parce que elle passe dans des rues, dans une zone industrielle. Donc il y a des usines, il y a des ânes qui sont là, il y a des grues, des voies ferrées et tout ça. Puis après, elle marche au bord d'une autoroute et elle trouve un trou dans une clôture. Et là, il y a la mer. Et c'est dingue parce qu'à Splot, dans ce quartier-là, jamais une seconde on pense qu'on est à côté de la mer. Et c'est vraiment magnifique. Et j'ai fait cette balade. Du coup, à chaque fois que je parle de cette balade, j'ai toutes les images qui me viennent en tête. Mais en vrai, des paysages désindustrialisés, il y en a partout en Belgique. Je veux dire, à Liège. Moi, j'ai fait mes études à Liège. Voilà, je sais des paysages que je connais, quoi. Et puis, il y a la langue aussi. Parce que vous parlez des thématiques qui vous ont touché. Il y a une langue aussi. Il y a une langue qui est très crue, qui est très forte et qui est presque physique. C'est ça aussi, c'est la langue qui vous a complètement séduite, que vous avez, parce qu'il faut aussi vraiment, au-delà des thématiques, il faut vraiment, s'approprier un personnage comme celui-là, le faire sien. Je sais pas si c'est comme ça au fond que vous travaillez, mais il y a eu ça aussi, il y a eu une forme d'amour pour le texte en lui-même. Oui, complètement. Rythmiquement, déjà, je trouve que c'est un texte qui se dit, qui sonne, qui demande beaucoup d'articulation, mais ça aussi, il y a beaucoup de textes. C'est vrai qu'il est rapide et qu'en plus, il y a beaucoup de textes dans la pièce. Il est très dense. Ouais, et ça, c'est très gai à faire. Mais donc oui, effectivement, il y a un travail très technique sur le texte, mais il y a aussi de l'observation. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne un peu. Où j'aime bien regarder les gens autour de moi. Je me dis, est-ce qu'elle est comme ça? Comment elle marche? Comment est-ce qu'elle parle? Et puis, en fait, après, à un moment donné, c'est pas non plus une copie conforme de gens que j'ai vus. C'est une espèce de mélange qui se fait. Mais donc, vous avez créé votre propre... Effie avait vraiment été... existé, quoi, vraiment, pour vous. C'était un personnage que vous avez véritablement créé. Enfin, c'est comme ça, au fond, qu'on travaille tous ces personnages, ou le travail pour ce rôle-là a été quand même particulier? Je sais pas si... Je crois que tous les artistes travaillent de manière différente. Mais moi, je crois que je suis assez visuelle. Et du coup, pour ce rôle-là, effectivement, c'est particulier parce que c'est quand même un gros morceau et que aussi, j'avais vraiment très envie de porter cette parole-là et de montrer quelqu'un qu'on voit pas souvent au théâtre, qui n'est pas un personnage bourgeois, qui est pas... Enfin, bon, voilà, Elle est très sociale, hein, cette pièce. Effie est très charismatique en ce sens aussi. Elle représente beaucoup de monde, et notamment à Cardiff. Ouais, et elle le dit dès le départ d'ailleurs, c'est une fille qui fait peur. C'est-à-dire que c'est la fille, quand on la croise dans la rue, on flippe et on veut pas du tout être sur le même trottoir qu'elle. Et du coup, à Cardiff, j'étais avec mon petit appareil photo jetable, je prenais plein de photos. Il y a des filles que je regardais, je me disais, ah ouais, ça, dans l'énergie, dans le... Et voilà. Ouais, il y a quelque chose de, c'est vrai, très, j'allais dire britannique, mais bon, on est au Pays de Galles. Alors le travail avec Georges Ligny, comment ça s'est passé? Parce que vous êtes seule en scène. Enfin, vous êtes 4 sur scène, vous êtes la seule à dire le texte, mais vous occupez véritablement toute la scène. Comment ça s'est passé, le travail avec Georges Ligny? Comment il travaille avec ses comédiens, ses comédiennes en l'occurrence? Là, je sais pas comment il travaille sur les autres spectacles, mais là, sur le coup, ça s'est passé avec une évidence assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que les musiciens, ils ont bossé une semaine en studio. Moi, j'ai bossé une semaine avec eux, avec lui et son assistant, Sébastien Fernandez. Et c'était, je sais pas, très simple, beaucoup dans la confiance. Il est pas du tout impatient, donc ça, c'est assez agréable. C'est-à-dire qu'il sait que les choses viennent petit à petit dans le travail, qu'on n'a pas tout de suite et tout. Et puis après, les musiciens sont arrivés. Et on a commencé à bosser tous ensemble. Au début, c'était un peu le bazar. Et puis, en fait, ça s'est quand même très vite bien mis comme ça. Les violons se sont accordés, peut-être. Exactement. Et les musiciens composent et créent en direct. Enfin, ils commençaient d'abord par improviser un peu avec vous autour du texte, mais eux, ils avaient déjà quand même une partition. Ouais, ils avaient quand même une partition, et étrangement, elle n'a pas beaucoup changé en fonction du texte. Vraiment, ils sont arrivés avec une proposition extrêmement forte qui n'a pas trop bougé. Et qui correspondait à... Qui vous a apporté quoi, finalement, vous au-delà de ce que les musiciens peuvent, avec leur présence même, vous porter et vous aider aussi à porter ce texte. Mais la musique elle-même correspond ou est presque un personnage à part entière pour vous. C'est un peu... Ou c'est ce qui se passe un petit peu dans l'esprit, finalement, dans la tête du personnage, Effie? L'avantage avec la musique, c'est que c'est polysémique. Et du coup, je trouve que ça rajoute d'autres sens, d'autres histoires, ça ramène dans l'imaginaire.
Et de l'intérieur, quand je suis en train de jouer et que j'entends la musique, il y a des choses que j'entends et qui me racontent autre chose. Ou quand je me sens un peu coupée de mes émotions, par exemple, juste le fait de me laisser aller, d'écouter genre une ligne de basse et tout ça, je suis là genre, ah oui, c'est ça de quoi on parle. En immersion totale, ils viennent accompagner effectivement vos mots sur scène, Gwendoline Gauthier. On va continuer à parler de ce spectacle, Iphigénie à Splott, mais pas que. On va essayer de découvrir aussi votre parcours, votre carrière en tant que comédienne. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, c'est le brunch sur BX1 avec Charlotte Maréchal. Notre invitée ce matin, elle est comédienne, c'est Gwendoline Gauthier. On continue à découvrir cette pièce Iphigénie à Splott. Alors, on est plongé dans l'ambiance, hein, Sabine. On est à Cardiff, on se plonge dans le personnage des filles, mais pas seulement, parce qu'il y a de la musique aussi. Et donc, on va un peu découvrir toute cette mise en scène, forcément. Oui, et puis le travail aussi, le travail que ça demande à une comédienne d'incarner un rôle comme celui-là, qui est un rôle extrêmement physique aussi. Donc, ça demande quand même une tenue. Enfin, il faut tenir. Comment on se prépare physiquement? Comment est-ce que, à la fin du spectacle, vous êtes dans quel état, Gwendoline? Alors en général, je suis extrêmement fatiguée. C'est vraiment un coup de massue. Mais oui, effectivement, je me prépare vraiment en amont, en général 2-3 semaines avant. Je fais du sport, je mange bien, je dors bien. C'est vraiment ça que ça implique, un personnage comme celui-là. Parce que vous travaillez toujours comme ça, en anticipant et en ayant une vie très très saine quand vous avez des périodes où vous êtes sur scène, où ce personnage-là vous a quand même demandé un travail particulier. Là, toujours un petit peu, hein, je me prépare toujours un peu, mais là, c'est quand même particulier parce que c'est 1h30 sur scène. Il y a beaucoup de textes. Ouais. Il y a beaucoup de textes et il ne faut pas griller toutes les cartouches tout de suite. Donc, il faut quand même avoir une énergie haute, mais en avoir encore pour 1h30. Donc, c'est quand même une gestion d'énergie. Ouais. Ouais, c'est un peu du sport de haut niveau. Enfin, c'est du sport en tout cas. Ouais. Et puis, il ne faut pas tomber malade. Et puis, il faut faire du sport, mais il ne faut pas se faire mal non plus en se faisant du sport. Donc, c'est quand même... je sais pas, ouais, c'est une gestion. Ouais. Une gestion. Comment est-ce qu'on aborde la reprise d'un rôle ou d'une pièce, en fait, comme celle-là? Parce que vous l'avez tellement joué. Vous aviez d'ailleurs, avec ce spectacle, et le spectacle aussi était nominé pour les prix du théâtre, les prix Maeterlinck. Vous l'avez beaucoup joué, vous l'avez beaucoup eu en vous. Comment est-ce qu'on aborde une reprise? Est-ce qu'on se dit, oui, bon, bah voilà, je retourne, je le connais encore, je le connais, encore elle? Ou bien il y a vraiment un enjeu peut-être de le travailler un peu différemment ou de l'incarner, de quand même le réincarner, parce que c'est pas facile. Comment on fait pour une reprise comme ça? Je crois qu'il y a toujours un moment où ça m'intimide, où je me dis, mon Dieu, mais je dois aller jusque-là. Enfin, c'est toujours assez surprenant. Et puis, en fait, c'est toujours la question du trajet. Comment ça commence? Dans quel état je commence? Et dans quel état je termine? Et en fait, ça, c'est dur à retrouver. Et ça, il faut le jouer pour le revivre. C'est voilà, les émotions, par quoi je passe, à quel moment je peux un peu plus me détendre, à quel moment je dois aller dans une énergie très haute. Et ça, c'est toujours le truc que je trouve le plus difficile à faire dans une reprise. C'est revenir dans ses pas un peu comme ça. Vous disiez que quand vous avez eu la pièce entre les mains, vous vous êtes dit, ce rôle, il est pour moi. Est-ce qu'il vous a fait peur aussi, ce rôle? Étrangement, non. Parce que je ne l'imaginais pas comme ça. Je crois... Donc si vous aviez su ce que ce serait... Vous aviez une image faussée des filles, ou bien parce que vous l'avez construite avec Georges Ligny et avec le texte, forcément? Au début, je l'imaginais beaucoup plus proche de moi, en fait. J'imaginais une parole plus proche. Je pense que je sais que Georges Ligny, il imaginait une personne plus vieille, enfin plus âgée, en tout cas. Mm-hmm. Et donc, je pense aussi que la vision du personnage, elle s'est créée un peu en parlant, en rêvant, et un peu, quelque part, malgré nous. À force de propositions, et puis il y a quelque chose qui se passe sur le plateau, où on se dit, OK, c'est ça. Est-ce que la musique vous aide à vous immerger complètement dans ce personnage? Parce que vous le disiez, ça accompagne vos mots, vous savez exactement que cette corde de basse à ce moment-là, eh bien, c'est cette phrase-là. Ça vous aide à complètement rentrer dans le personnage des filles? Complètement. Il y a un morceau d'introduction dans lequel je marche derrière la scène. Et à chaque fois, le fait d'entendre ce morceau, ça me téléporte au Pays de Galles. Je pense à plein de choses, à ce que j'ai vu. Et vraiment, c'est un moyen d'entrer dans le rôle, quoi.
Alors, on a beaucoup parlé d'Iphigénie à Splot, cette pièce qui est en ce moment au théâtre de Poche, mise en scène par Georges Ligny, mais vous avez joué avec d'autres metteurs en scène, vous avez joué dans d'autres spectacles, et un des metteurs en scène avec lequel vous avez beaucoup joué, en tout cas vous avez joué dans beaucoup de ces spectacles, c'est Christophe Sermet. On va entendre un extrait des Enfants du Soleil, et puis on parlera de ce travail-là. Fima, Madame, la patronne, c'est tous les jours qu'elle rend visite à l'artiste? pas quand il pleut ou qu'il fait gris, c'est Monsieur Vaguine qui vient lui-même. T'as quelque chose dans le crâne, toi? Je suis pas complètement idiote. D'accord. Si tu remarques quelque chose avec eux, tu me le dis, compris? Bien compris. Tiens, je serai pas chiche. Merci, madame. Il lui embrasse les mains. Les mains, c'est tout, mais c'est pas grand-chose. Je sais pas d'avis. Bon, pas un mot, évidemment. Ouvre l'œil, toi. Bien, madame. Voilà, on vous entend là avec Claire Baudson dans cette pièce Les Enfants du Soleil. Ça vous rappelle de bons souvenirs, parce que je vois que vous avez l'air... vous opinez du chef avec des yeux un peu... Ouais, ça me fait un truc parce que c'est un des premiers spectacles professionnels dans lesquels j'ai joué. Et j'étais vraiment très 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 heureuse sur ce projet parce qu'on était 10 sur scène. Il n'y avait que des acteurs que je trouvais incroyables. Claire Baudson d'ailleurs, vraiment une très très grande actrice avec qui j'adorais jouer. Et donc c'est drôle de voir. Tout d'un coup, je me suis replongée dedans et je me disais, oh là là, j'avais tellement peur, c'était tellement impressionnant. Ouais, c'est ça, et ça fait évidemment écho au chemin qui a été évidemment effectué depuis cette pièce-là, qui remonte à la première de cette pièce-là remonte à plusieurs années en tout cas. Tout d'un coup, je dirais 2016, un truc comme ça, plus ou moins. On vous a vu toujours sur la baguette de Christophe Sermet dans Les Borkman. Ça, c'était au début de l'année au théâtre Les Tanneurs. Christophe Sermet était d'ailleurs venu dans cette émission pour parler notamment des Borkman et puis de manière plus générale de sa vision du théâtre et de la mise en scène. Le travail est à chaque fois différent avec les différents projets, les différents artistes et metteurs en scène avec lesquels vous travaillez. Complètement. Un metteur en scène, il nous choisit en fonction de ce qu'il projette sur nous. Et quelque part, en tant qu'actrice, le travail, c'est d'essayer de trouver, de réaliser le rêve de quelqu'un, le rêve artistique de quelqu'un. Et en même temps, comme c'est notre corps, notre histoire, nos sensations, on modifie toujours le rêve, le premier rêve de l'artiste. Mais c'est toujours... une aventure très très différente. Parce que Christophe Sermet, il y a aussi quelque chose d'assez physique dans son approche de la mise en scène et dans son travail avec les comédiennes et les comédiens. Il y a ça aussi. Il en demande beaucoup au corps aussi, pas seulement à la manière mais au corps, à la manière d'être sur scène. Ouais, je crois que c'est un gros technicien. Il aime beaucoup qu'on travaille. Et sur le corps, sur le texte, sur l'engagement, on doit suer, quoi. Et on travaille toujours à table, d'abord. On fait des lectures, et puis tout d'un coup, par une espèce de magie, on se lève, et puis on commence à crier, balancer des trucs et tout ça dans son salon. Et puis c'est comme ça que le spectacle se fait, en fait. Et ce qui compte pour lui, c'est vraiment la parole vraie. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une de ses préoccupations, c'est comment on se parle vraiment, quoi. Que ça ne devient pas du théâtre, c'est vraiment comment les choses sont dites. Même si c'est du Tchekhov, du Gorky, que quand on lit, ça fait un peu poussiéreux, comment on essaie de ramener ça vraiment à une discussion à table, quoi. Ouais, les Borkman, d'ailleurs, il avait imaginé une version aussi assez rock. D'ailleurs, il y avait un musicien sur scène et puis tous les comédiens et toutes les comédiennes de la pièce chantaient chacun à leur tour. Là aussi, c'était pour vous, c'est parce qu'on vous voit aussi chanter. On aurait pu d'ailleurs passer un extrait, mais on vous voit chanter sur scène. Tous les comédiens chantent. C'est un défi quand même, non? Ça fait peur. Enfin là, peut-être que vous êtes chanteuse en fait, ou que vous aviez déjà chanté. Non, mais c'est quelque chose ça fait un peu peur aussi. Enfin, comment on affronte ça en fait? En fait, il y a quand même des équipes dans lesquelles il y a beaucoup de confiance. Et là, c'était le cas. C'est-à-dire que donc il y a Adrien Drumel qui fait la musique aussi dans le spectacle. Et on est tous allés chez lui, on a bossé la guitare, la musique et donc tout. Il a fallu travailler ça aussi, il a fallu travailler le chant en fait. Ouais.
En plus aussi. Ouais, et en fait, ça s'est fait dans la confiance. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose où, en fait, vu que c'est un peu punk rock, ce spectacle, on voulait pas que ce soit tout propre, tout bien chanté. Il y avait un truc où il fallait quand même libérer la voix. En fait, c'était comment on met en place des choses pour avoir confiance en sa voix. Il y avait un truc un peu sale aussi, volontairement et assumé, évidemment, revendiqué, un truc un peu sale comme ça, un peu. Mais on l'a répété dans un garage, en fait, pendant le Covid. Et ça, c'était complètement dingue parce qu'on était à Énuyères, c'est une espèce de garage perdu entre plein d'entrepôts et tout. Il faisait froid et on était là. Et en fait, le spectacle part de ça parce qu'en fait, on était dans les vieux décors de Christophe et de la compagnie. Et on a vraiment ouvert les placards, il y avait des fourrures, des machins. Et en fait, tout s'est fait là. C'est-à-dire on jouait comme des gamins dans ce hangar gelé. Avec un grenier de costumes qu'on sort au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Et en fait, le spectacle est resté ça. Mais donc, évidemment, il y a toujours un truc un peu punk, un peu sale. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est comment on saute dans la fiction avec peu de choses, quoi. Ouais, et ça, c'est la manière dont vous avez envie d'aborder des textes comme cela. Parce qu'au fond, là, on était dans Les Enfants du Soleil, un texte de Gorky. Les Borkman, c'est Ibsen. Vous avez envie aussi parfois de jouer vraiment le texte, ou plutôt la pièce, dans le texte. Et alors, forcément pas dans le même visuel ou la même mise en scène, évidemment, qu'à l'époque, parce que le théâtre évolue, parce que les temps évoluent, parce qu'on est, la société évolue. Mais le texte lui-même, parfois, vous vous dites, tiens, mais j'aimerais bien jouer le texte la pièce dans le texte, et avec une mise en scène peut-être plus proche de ce qui était le projet de l'auteur. L'aspect répertoire, ça m'intéresse pas beaucoup. Et aussi, je pense que c'est souvent un peu un espèce de fantasme de penser que les gens jouaient ça comme ça à cette période, par exemple, Tchekhov, on dit que c'était un auteur comique, alors que maintenant, souvent, on joue comme si c'était un drame pas possible. Et je crois que, en fait, ce que fait Christophe, pour le coup, et Georges Ligny, dans ses autres projets, fait ça aussi, je trouve, c'est comment on ramène une parole... mais le texte n'est pas beaucoup changé, en fait. C'est juste comment on fait que ce soit concret, contemporain. On continue à vous découvrir, Gwendoline Gauthier. Vous êtes l'invitée du brunch. 9h, 11h30, le brunch sur BX1 avec Charlotte Maréchal. Et je suis toujours accompagnée de Sabine Ringelheim dans ce studio et de notre invitée Gwendoline Gauthier qu'on découvre au fur et à mesure de cette interview. On va essayer de vous découvrir un petit peu plus. On écoutera votre choix musical dans quelques minutes, mais avant ça, on aimerait découvrir votre Bruxelles, Gwendoline Gauthier. Alors vous êtes une bruxelloise d'adoption, je pense qu'on peut le dire comme ça. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici à Bruxelles, dans notre jolie capitale ? Alors d'abord, je vivais à Liège et j'ai déménagé rue Verte près de Gare du Nord pendant 1 an. Puis après, j'ai vécu dans le centre, et puis Saint-Gilles, et puis Flagey. Donc bien bougé quand même au sein de la ville. Est-ce que vous avez des quartiers favoris ? Est-ce qu'il y a des balades que vous répétez encore et encore parce que vous ne pouvez pas vous en lasser ? Là, moi, j'habite près des étangs d'Ixelles et j'adore ça. Parce que, en fait, je suis à 2 minutes de la campagne, la forêt et tout ça. Et je fais beaucoup de balades là-bas, ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes restée à Bruxelles ? Avant, j'ai vécu à Paris et j'ai trouvé dans Bruxelles quelque chose de beaucoup plus simple et plus facile à vivre. Je sais pas, dans le rapport avec les gens, la manière de faire la fête, de vivre, d'avoir des trottoirs plus larges comme ça. En tout cas, moi j'adore cette ville et je pense que j'en bougerai jamais, quoi. Parce que... Ah oui, donc d'adoption est bien ancrée dans Bruxelles. Ah ouais. Vous parlez de faire la fête. Est-ce qu'il y a des lieux comme ça qui vous évoquent des souvenirs heureux, que ce soit des lieux de concert ou des lieux de fête, justement, à Bruxelles ? Là, tout de suite, je pense au Moda Nova, qui est un bar à Saint-Gilles où j'ai fait beaucoup de mes anniversaires et que j'ai adoré. Donc pas mal de souvenirs. Ouais. Le théâtre de Poche, c'est quand même un endroit où on peut faire des très très belles et grandes fêtes. Oui. Il y a plein d'endroits, plein de bars. Je voudrais pas tous les citer là, mais... Il y a d'autres salles de théâtre. Bon, forcément, vous avez joué ailleurs aussi à Bruxelles. On parlait des Tanneurs, on parle du théâtre de Poche. Est-ce qu'il y a une scène comme ça qui vous est peut-être plus... pour laquelle vous êtes nostalgique, ou bien vous avez un petit souvenir particulier avec cette scène-là à Bruxelles ? Le théâtre de Poche, c'est là que j'ai quand même vécu. Non, mais c'est vrai, mais...
c'est là que j'ai vécu quand même beaucoup. Enfin, donc j'ai fait une création il y a quelques années là-bas avec Julien Rombaud qui s'appelait Love and Money. Où on a fait une rencontre d'équipe mais complètement incroyable. Mais je sais pas, on faisait tout le temps la fête, on dormait pas pendant 1 mois et demi. Et c'était incroyable. Et c'est un endroit où je sais pas, dès que je vais là, je me sens, je sais pas, en sécurité. Il y a une équipe technique super. Tout le monde est très très gentil, très généreux, très à l'écoute des artistes. Le cadre est magnifique. C'est pas la petite maison de la prairie, c'est la petite maison du bois de la Cambre, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est un peu plus punk que la petite maison à la prairie. C'est un peu plus punk, en effet. Et un théâtre dans lequel vous rêveriez de jouer, pas forcément à Bruxelles d'ailleurs, mais un endroit où vous aimeriez aller, non pas parce que c'est forcément prestigieux, mais c'est parce que c'est un endroit que vous aimez et que vous aimez ce qu'il représente. Il y a plein d'endroits où j'aimerais bien jouer, je crois. Enfin, on peut y revenir à la fin de l'émission. On vous laisse réfléchir. Mais donc, à la base, Gwendoline Gauthier, vous venez du Périgord avant d'arriver chez nous. Et est-ce qu'il y avait déjà dans la ville, vous venez Je viens d'un tout petit village de village. 52 habitants. Voilà, d'un Un petit mot. village. Et il y avait le théâtre du village où vous alliez quand vous étiez petite ou quand vous étiez adolescente. Pas trop. En fait, il y avait les copains de ma mère, un peu 68 arts, qui faisaient du théâtre et qui faisaient un espèce de festival au printemps où ils faisaient du théâtre baliné et tout ça. Mais donc, vous aviez grandi quand même dans un milieu, en tout cas votre mère, à ce que vous nous dites, où le théâtre avait une place, ou en tout cas les arts vivants, on va dire. Elle est peintre, elle est fresquiste, et elle a fait du théâtre, oui, en 68, dans sa révolution. Mais elle voulait pas du tout qu'on soit artiste. On est 4. Et c'était vraiment genre interdit de faire ça, quoi. Soyez médecin, s'il vous plaît. Et bon, ça a et pourquoi raté. c'était interdit? Parce qu'elle voulait pas que vous ayez une vie comme ça Oui, je crois qu'elle avait peur de la pauvreté, et ce qui est fort compréhensible. Et mes 3 frères ont quand même une fibre artistique, mais ils n'ont pas fait ça, ils sont artisans. Et moi, finalement, j'ai fait du théâtre, mais parce que j'étais complètement têtue et obsessionnelle. Et elle vous parle encore? Oui, ça va. Ça va, maintenant elle est fière, mais franchement, il y a un moment donné où elle s'est vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Parce que c'est long et c'est dur comme trajet avant de réussir à travailler. Ouais. Et comment, justement, comment ça vous est venu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir grandi dans un milieu où la culture est un peu le théâtre quand même? Vous avez été, vous avez déjà eu l'occasion de vous y plonger un petit peu, ou bien vous avez fait, vous, votre propre chemin par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon propre chemin parce que j'ai commencé par la littérature. En fait, moi, je lisais beaucoup. Je m'enfermais tout le temps dans ma chambre et je bouquinais tout ce qu'il y avait sur mon passage. Et je lisais beaucoup à voix haute. Il y avait un truc où j'aimais bien. Et donc, je me rappelle, j'avais un exemplaire de l'École des femmes et je faisais tous les personnages et tout ça. Et j'avais envie de ça. Je crois que je viens au théâtre avec l'idée de transmission de textes, quoi. J'aime bien transmettre des textes, des idées, C'était un peu inné, vous faisiez ça de manière spontanée, quoi. Ouais. Après, je m'ennuyais beaucoup et je pense que c'est une chance. Parce que, on vivait à la campagne, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de télé. Enfin, voilà. Vous étiez 4 quand même, c'est ça? Mais on était 4. Mais ils sont plus grands, donc j'ai pas passé beaucoup de temps avec eux. Ouais, c'est ça. Oui, non, l'ennui porte souvent, quand on n'a pas de télé ou de PlayStation, à se plonger dans les livres. Et puis, vous décidez d'aller à Liège? D'abord, je décide d'aller à Paris. Donc là, quand je suis partie à 16 ans vivre à Paris, c'était une sacrée expérience. C'est un peu le rêve quand on vient d'un petit village. Exactement. Ouais, et en donc même temps, c'est très jeune, non? Oui. À 16 ans d'aller à Paris. Peut-être un peu trop jeune. Donc ça a été un grand écart. Et j'ai la volonté déjà de faire sa place dans le théâtre à Paris? Oui. Mais bon, c'était très, très utopique. Mais voilà, du coup, j'ai fait une série pas possible de boulot alimentaire. J'ai beaucoup travaillé comme hôtesse d'accueil, comme on dit, comme standardiste dans des banques de luxe et tout. Enfin, j'avais vraiment fait des trucs qui étaient très loin du théâtre. Mais j'essayais toujours. Je faisais des conservatoires d'arrondissement, des trucs comme ça. Et puis, par une bande d'amis, j'ai rencontré Salim Djaferi,
qui est un artiste belge d'ailleurs. Oui, qui est venu il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans LCR. Tout à fait. Voilà, Et qu'on a vu dans Colonisation, notamment au Théâtre du Rideau de Bruxelles. Magnifique pièce de théâtre. Bah ouais, moi je trouve que c'est un travail incroyable. Et on s'est rencontrés à Paris et je sais pas, on venait un peu du même milieu, on a le même bande de copains et puis c'est lui qui m'a persuadée de faire Liège avec lui. Et on est parti comme ça. Moi j'ai quitté mon boulot toute ma vie en une semaine et j'étais à Liège pendant 4 ans. L'invité du brunch avec Sabine Ringelheim. BX1. Il est 11h12. J'espère que vous passez un bon moment à l'écoute du brunch. On est toujours en compagnie de Gwendoline Gauthier, qui est notre invitée ce matin. Et c'est vrai qu'on va peut-être se tourner vers le futur. Tiens, Sabine Ringelheim. Vous allez nous parler de vos projets, Gwendoline Gauthier, mais néanmoins, je reviens un peu sur le présent. Quand on joue un rôle comme Iphigénie Asplot, vous nous avez dit à quel point c'est un rôle marquant pour vous. Est-ce qu'on se projette facilement dans le futur ? Est-ce qu'il y a un avant et un après un rôle comme ça ? Oui, ça c'est clair. Artistiquement déjà, je pense qu'on n'est pas le même artiste quand on a fait un projet aussi fort, où ça demande autant d'engagement physique, psychologique, enfin tout ça. Et aussi, oui, je trouve que c'est un spectacle qui, moi j'ai l'impression qu'il m'a réparé et qui a aussi permis de cicatriser des choses, des colères, des colères surtout. Et donc, quand vous dites qu'il vous a réparé, c'est-à-dire que vous l'avez vraiment vécu intensément, personnellement, très intérieurement, ce rôle-là, plus que les autres rôles que vous avez pu jouer jusqu'ici ? Je ne sais pas si c'est quantifiable de dire plus que l'un ou l'autre, mais effectivement, là, comme différemment, ça c'est clair que ça demande en tout cas un engagement, ça demande une énorme générosité. En fait, ça demande de tout dépenser, quoi. Faut y aller. Et oui, je crois que c'est un spectacle qui est important et moi je vivais avec beaucoup de colère par rapport, des colères liées au spectacle, donc sur la privatisation, sur ce que c'est être une femme seule, la pauvreté et tout ça. Alors après, je dis pas que je suis plus en colère, hein, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien, d'exprimer cette colère et ça me fait encore du bien de le faire aujourd'hui et de plonger dans ça, quoi. Et donc, comment vous envisagez la suite alors maintenant ? Est-ce que vous voyez vos futurs projets, vos futurs rôles avec toujours cette Iphigénie qui prend beaucoup de place dans votre tête ? Non, ça va. Ça j'arrive vraiment à séquencer. Non, c'est tellement différent. Enfin, chaque projet, parce que vous n'en avez pas fini avec Iphigénie, hein. Vous allez à Avignon cet été, ouais. Et il y aura probablement encore à voir, mais des dates l'année prochaine. Donc, ce personnage va continuer à vous accompagner. Mais en attendant, vous avez quand même d'autres projets aussi à venir. Et souvent, c'est quelque chose qu'on remarque. Les artistes ont quand même plusieurs années d'avance par rapport au présent dont on est en train de parler. Et c'est votre cas aussi, Gwendoline Gauthier. Oui, complètement. Là, à la rentrée, je travaille avec je travaille déjà pour un spectacle qui va jouer à la rentrée de Jean Lepelletier, qui va s'appeler « Ici commence le pays de la liberté ». Et qui sera quoi comme spectacle ? Alors, je ne sais pas encore. Ça doit être difficile de se dédoubler un peu comme ça, donc de travailler sur Iphigénie sur scène. On est sur scène avec le spectacle, avec le texte, etc. Et puis de l'autre côté, on est dans la création d'un autre personnage, d'une autre histoire qu'on va raconter prochainement. C'est un peu dédoublement de la personnalité. Je sais pas, moi je trouve ça très riche. Et j'ai l'impression que ça fait juste... ça accentue cette sensation qu'on peut tout être. Et ça, j'adore. De me dire qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose, dans une perception d'un aspect de sa personnalité et tout. Et j'adore me dire, mais en fait, il y a tout qui est possible, on peut tout faire. Et en fait, il faut juste parler, rêver ensemble et essayer de créer des êtres. Il y a des comédiens qui jouent plusieurs rôles en même temps. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des rôles comme ça qui vous font rêver, que vous aimeriez jouer, ou des metteurs en scène pour qui vous aimeriez travailler ? Metteuse en scène aussi, d'ailleurs, je le précise. Je crois que ça m'intéresserait de faire un peu plus de création. D'ailleurs, avec Jean Lepelletier, là, ça va être une création. Là, je suis allée voir Rage au Théâtre National d'Emilienne Flagottier, que j'ai adoré. Et où je me disais, j'adorerais faire ça. C'est formidable, vraiment. Elle sera sûrement reprise et effectivement, on encourage tout le monde à aller la voir, cette pièce. Et donc oui, ça, par exemple, c'est une pièce qui... Enfin, en tout cas, c'est un type de travail qui vous fait envie aussi, complètement. Dans lequel vous vous retrouvez, quoi. Ouais, mais après, j'adore les textes aussi. D'ailleurs, ah oui, là, il y a du texte. Mais donc voilà, il y a plein de choses qui me font envie.
Et en fait, en vrai, j'adore jouer. Et j'adore jouer dans tous les sens du terme. Genre, j'adore jouer à des jeux de société, j'adore jouer sur un plateau, j'adore un plateau de théâtre. Enfin, Vous avez convaincu vos parents maintenant que jouer, c'était fait pour vous, en fait, depuis le départ ? Je crois, ouais. Ça n'a pas été facile, mais je crois que maintenant, il y a une évidence. Et puis, de toute façon, elle n'a pas le choix parce que c'est comme ça. Ouais. Parce que vous jouez. Alors, il y a aussi un nouveau projet avec Christophe Sermet qui s'annonce. Oui, Les Trois Sœurs au Théâtre des Martyrs. Et on reprend les Borkman aussi au Théâtre des Martyrs et au Centre culturel d'Uccle. Et là, c'est aussi un projet dans lequel vous vous retrouvez en famille à nouveau. C'est quelque chose que vous recherchez aussi, ça Complètement. C'est un truc que j'adore dans ce métier, c'est faire famille. Et Christophe Sermet fait vraiment bien ça. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe comme ça, où on est très proches, on s'entend très bien, et on est tous passionnés. Et on est autant amis dans la vie que dans le travail et tout ça. Et c'est vrai que ça donne une force. C'est complètement exaltant en fait. Avant d'arriver sur scène, on dit waouh, ça va être la fête. Et des projets à vous, vous avez aussi envie, vous réfléchissez à monter votre propre projet ou à développer votre propre projet. Vous avez déjà travaillé notamment dans le théâtre jeune public avec une tribu collective. Ça, c'était un projet commun. Oui. Sarah Eborn et moi, on a fait un spectacle au sein du collectif Une Tribu, mais c'était notre spectacle, quoi, avec Valentin Périlleux, qui était scénographe. Donc nous, on a écrit le spectacle à deux, et puis avec le scénographe, on a créé le spectacle. Qui était un spectacle d'ombre. Ouais. Et ça, c'est aussi un des projets que vous pourriez avoir, c'est de vous relancer dans quelque chose de personnel. Peut-être, je sais pas. Là, je suis un peu plus dans l'écriture en ce moment. Je crois que j'ai un peu plus envie de me pencher vers ça. Mais à vrai dire, je crois que j'aime tellement jouer que être derrière la scène, La mise en scène, ça vous exalte un peu moins que de pouvoir interpréter les personnages ? Ouais, franchement, c'est pas. Je préfère être dedans, quoi. Et ouais, j'aime bien l'idée de performance, l'idée de me jeter à l'eau. Enfin, c'est quand même un sacré truc. Ouais. C'est un peu un saut dans le vide. Ce sera un très très beau mot de la fin, Gwendoline Gauthier. On peut dire que le saut dans le vide avec Iphigénie Asplot, il est assez remarquable. Et on encourage tout le monde à aller voir cette pièce qui se joue aux poches, mais jusqu'au 29 avril. Jusqu'au 29, sauf qu'en fait, c'est complet. Ouais, donc, mais mais il y a peut-être moyen de liste d'attente, tout ça, sait-on jamais. Il y aura des reprises, en tout cas, donc d'autres possibilités de la voir. Merci beaucoup, Gwendoline Gauthier, d'être passée nous voir ce matin dans le brunch. Merci.